et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Pierre Dunoyer de Ségonzac, Country Manager France d'Emarsis, solution qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à une stratégie d'engagement client omnicanal. Alors bonjour Pierre, la première question bien sûr, elle porte au sujet d'Emarsis. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Eh bien bonjour, tout d'abord je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils vont bien, que leurs familles vont bien et surtout tous leurs collaborateurs, puisque les personnes avec qui on travaille au quotidien, évidemment, comptent autant que tous ceux qui nous sont très proches. Voilà. Alors pour Emarsis, Emarsis, tout le monde est sur le pont. On travaille d'arrache-pied pour continuer à soutenir et à aider nos clients. On a quelques personnes évidemment en chômage partiel, mais l'immense majorité de l'entreprise, à distance, continue à aider les clients à implémenter ceux qu'on a signés récemment. Et puis surtout, on continue à enrichir les solutions qui sont apportées à l'ensemble de nos clients. En France, Emarsis, ça représente combien de salariés ? Alors en France, on a un peu plus d'une vingtaine de personnes, mais l'entreprise compte 800 personnes dans le monde, avec 250 développeurs à Budapest. L'entreprise est une entreprise européenne qui est basée à Vienne, en Autriche. Et puis nous avons 2500 clients dans le monde. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que la plupart de ces clients sont des retailers et des e-commerçants. Et ça nous donne accès à une base de données absolument phénoménale. Alors, on va en parler, mais ce que je comprends, on va en parler. Ce que je comprends, c'est que finalement, l'entreprise est déjà très agile. Alors, elle est mondiale, 800 personnes, c'est quand même une grosse entreprise qui est répartie dans différents pays européens d'origine autrichienne. Le fait qu'il y ait déjà cette organisation multi-pays, j'imagine qu'il y a des fonctions support qui se trouvent, par exemple, tu parlais de Budapest, d'autres à Vienne, qui viennent servir les différents pays. Est-ce que cette organisation-là, finalement, elle était déjà bien préparée à vivre du remote grande échelle ? Beaucoup de choses sont possibles à distance, puisque nos principaux outils sont des serveurs et notre principale intelligence, c'est notre plateforme. Donc on peut continuer à opérer sans aucun problème vis-à-vis de cette crise. Est-ce qu'on était préparé ? Non, je ne pense pas que qui que ce soit été préparé. En revanche, les différents continents et les différents pays, à la fois les gens d'Emarsis, mais nos clients, et surtout les clients de nos clients, les consommateurs, réagissent de façon très différente. Donc ce qui se passe aux États-Unis, ou ce qui se passe en Asie, et ce qui se passe en Europe varie vraiment très très fortement d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça nous permet de revenir un peu sur justement cette proposition de valeur que porte Emarsis. Tu peux nous la redéfinir un petit peu pour qu'on comprenne bien dans quelle mesure elle sert aujourd'hui correctement les intérêts de vos clients et des clients de vos clients dans la crise du Covid-19 ? Alors oui, l'entreprise Emarsis, il y a pas mal d'années maintenant, lorsqu'elle a été créée, a pour vocation d'aider, alors principalement c'est vrai les retailers et les e-commerçants, mais nous avons beaucoup de clients aussi dans le gaming ou dans le service ou dans l'hospitality, etc. Mais c'est surtout une entreprise aujourd'hui qui est une plateforme d'engagement omnicanal. Ça c'est important parce que les clients, il faut aller les chercher sur tous les canaux. Et puis qui cherche qui a été conçu pour accélérer les résultats business. Ça veut dire quoi ? Quand je parle du time to value, ça veut dire faire en sorte que lorsque je décide de mettre en place
de mettre en place une solution comme Emarsis, il ne faut pas que ça dure un an, il faut que ce soit l'histoire de quelques semaines. Et lorsque je veux mettre en place une campagne marketing, il ne faut pas que ça dure des semaines ou des mois, il faut que ça puisse être fait en quelques clics et quasiment dans l'heure. Et ce time to value, c'est très important pour les opérationnels et pour les marketeurs, mais aussi évidemment pour les chefs d'entreprise. Et les résultats sont mesurables et sont mesurables rapidement. Voilà, c'est comme ça qu'on aide nos clients. D'accord, donc tu m'expliquais avant qu'on enregistre que Emarsis a la capacité, par le nombre important de clients qu'il y a en portefeuille, tu disais 2500, de collecter une masse importante d'informations qui aujourd'hui en fait vient servir, on va dire, l'écosystème. Raconte-nous comment et pourquoi. Ah oui, alors c'est très intéressant parce que évidemment, on est un tech provider, c'est une plateforme technologique bien sûr, mais Emarsis est aussi, et maintenant presque surtout, un knowledge provider. Nous avons une masse d'informations absolument colossale que nous avons anonymisée pour la rendre disponible, pas seulement pour notre propre utilisation, mais bien évidemment pour nos clients, mais aussi pour la communauté. Donc nous laissons à disposition un certain nombre d'outils. Donc il y a quelques mois, nous avons lancé un outil qu'on appelle benchmarketing.io et je vous invite à y aller parce que c'est un site en libre accès. Alors attends, Pour les avant, e-commerçants. tu vas en parler plus en détail juste pour bien préciser aux auditeurs finalement pourquoi vous avez cette masse de données. Tu me l'expliquais très bien tout à l'heure. C'est parce que tous les messages qui sont envoyés par vos clients transitent par votre plateforme. C'est-à-dire que, raconte-nous, hein, que ce soit un SMS, un email, une notification sur une application, finalement, l'ensemble de ces données transitent par vos systèmes et même les données transactionnelles. Est-ce que je résume correctement? Absolument. On a plus d'1 milliard d'interactions clients quotidiennement et 400 millions de transactions à travers 120 pays qui sont analysées et mises à jour en permanence. Et ces interactions, elles sont à travers tous les canaux, l'email, le web, le push, le SMS et les réseaux sociaux. Tous les canaux sont à notre disposition pour aider les clients à interagir avec leurs propres clients. Et c'est ça qui est analysé. Oui, C'est pas seulement donc les messages qui sont envoyés, mais aussi les transactions qui sont faites, le nombre de transactions, la fréquence, tous les KPI opérationnels qu'on peut avoir par rapport à ça, et puis bien évidemment le revenu que ça génère. voilà, donc en fait c'est ce sourcing-là sur lequel vous appuyez pour faire, rappelle-nous, benchmark.io, c'est ça Alors, il y a quelques mois, on avait lancé benchmarketing.io, mais là, je pense que ce qui intéresse encore plus les gens, et tu me posais la question par rapport à la crise du Covid, Ouais. ça s'appelle ccinsight.com, ccinsight.org, et c'est à la disposition de tout le monde. Et sur ce ccinsight.org, eh bien, vous avez des données sur les secteurs d'activité, le retail, le e-commerce, après les sous-secteurs, les commandes, les revenus, sur les tendances, pays par pays, continent par continent, que vous pouvez analyser pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, mieux anticiper. Et c'est ça qu'on fait en fait. On essaie de comprendre aussi et d'aller vers nos clients en leur disant, nous, on a vu et on sait que vous avez une croissance absolument phénoménale. On va vous aider et vous accompagner à gérer cette croissance. Ceux qui ont une croissance un peu plus modeste, on va essayer de les aider à accélérer cette croissance. Et ceux qui, au contraire, sont en décroissance, on va essayer de trouver des solutions adaptées pour essayer d'y pallier le mieux possible. Et toutes ces tendances intéressent nos clients, mais comme ils intéressent aussi la communauté. Être capable d'anticiper au plus tôt, pays par pays ou secteur par secteur, une sortie de crise, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant lorsqu'on met à disposition ces datas. Oui, c'est passionnant parce que c'est vrai que ça donne une forme de capacité de lecture intéressante. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, tu me parlais d'une chose qui est vraiment intéressante, ça c'est inspirante, enfin je ne sais pas quel mot utiliser. On parlait des différences de comportement d'achat liées au confinement, comportement d'achat en ligne, d'un pays à un autre. Et on observe des différences. Alors tu vas me dire quelque part, peut-être heureusement qu'on n'est pas tous identiques, mais c'est intéressant. Tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, alors je vais pas faire une analyse détaillée ici parce que je ne suis pas forcément un expert en analyse, mais ces datas qu'on met à disposition sur le site de ccinsight.org, eh bien c'est très étonnant parce qu'on se rend compte, par exemple, si on compare au sein de l'Europe, alors évidemment entre l'Asie et les États-Unis, l'Amérique, les comportements sont différents, mais même au sein de l'Europe, les comportements sont différents et probablement en fonction des décisions qui sont prises par les gouvernements, mais aussi de la maturité digitale vis-à-vis du e-commerce ou du retail de chacun des pays. Donc, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre, puisqu'on parlait de l'Europe, l'Angleterre est en croissance forte en termes de retail sur la partie online, tout secteur confondu. Et ça, c'est absolument étonnant. Lorsqu'on compare, par exemple, avec l'Italie, eh bien l'Italie qui connaissait une croissance du web et du retail online qui était, on va dire, bonne, en fait, on se rend compte que depuis à peu près une quinzaine de jours, eh bien, c'est une légère décélération au niveau de cette croissance en Italie. Bon, alors on s'aperçoit que la France, qui était plutôt atone, se met à reflirter avec plus de 50% de croissance en termes de retail. par rapport à la situation, c'est par rapport à la situation antérieure à la crise ou par rapport au plus bas de la crise que tu Alors vois? par rapport à la situation antérieure, mais c'est quelque chose qu'on peut suivre au jour le jour depuis le mois de janvier. D'accord. Toutes ces datas sont à disposition et on peut probablement du coup mieux anticiper les secteurs qui vont mieux fonctionner et les pays qui vont mieux fonctionner et mieux anticiper les sorties de crise. Et tu nous disais au sujet de l'Espagne, je t'ai coupé justement que l'Espagne était un marché plutôt atone, hein, c'est ça? Alors effectivement, très étonnamment, en termes de retail, au niveau online, hein, l'Espagne, tout secteur confondu, ne connaît pas de croissance sur le web en ce moment. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant. Je rappelle, ccinsight.org pour pouvoir accéder librement à l'ensemble de ces données et libre à vous de les interpréter, de les analyser. Mais je pense que c'est un outil passionnant pour préparer la sortie de crise dans ce monde du retail et du e-commerce. Merci Pierre. Un dernier mot, est-ce que tu vois des changements qui se perdurer après la crise, que je sais pas, des changements à l'échelle nationale, internationale, ou au niveau sectoriel, ou au niveau de ton entreprise, qu'est-ce que tu perçois qui va rester? Eh bien, moi, je ne veux pas enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, tout le monde se rend compte qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que avoir une activité de magasin, c'est important, mais avoir un secteur online et du web qui compense et qui permet d'atténuer des chutes en termes de footfall ou de trafic dans les magasins, ben, c'est important. C'est important aussi lorsqu'on a une activité dans un secteur qui est très monosecteur, de pouvoir être capable de dire, ben, si momentanément il y a un secteur qui ne fonctionne pas, je suis capable de me rabattre, comme le font certains de nos clients, de me rabattre sur un autre secteur et de compenser les pertes. Voilà. Je pense qu'il y aura aussi davantage d'agilité, mais c'est certain qu'un certain nombre de comportements vont changer, aussi bien vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis du marketing digital, que vis-à-vis des consommateurs dans leurs habitudes. Bah écoute, merci Pierre pour cette analyse et puis pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir partagé ton retour d'expérience et puis surtout cette initiative de libérer la donnée, la rendre disponible au plus grand nombre, hein, ccinsight.org. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis bien sûr, merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Pierre de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer des messages ou laisser des commentaires, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.